Jamais auparavant dans l'histoire moderne on n'avait vu une force militaire comme la Waffen-SS. Née sous la promesse d'être l'élite du Troisième Reich, elle attira des milliers de jeunes séduits par l'idée d'appartenir à un corps unique, différent de l'armée régulière. Leur vie quotidienne était marquée par des baraquements austères, des horaires rigides et une discipline qui façonnait jusqu'à leur manière de marcher. La société allemande de l'époque construisit une aura autour de ces hommes. Des phrases populaires circulaient, telles que « un SS tient toujours sa promesse » ou « mieux vaut un homme des SS que 10 soldats ordinaires ». Parmi les femmes, il était courant de dire « si tu cherches la sécurité, marie-toi avec un SS ». Fait notable, les soldats SS recevaient souvent une priorité en nourriture et en transport, ce qui renforçait l'idée qu'ils étaient intouchables. La croissance fulgurante des SS en l'espace d'à peine une décennie fut étroitement liée à leur campagne de propagande et à leur méthode de recrutement. L'organisation se présentait comme le sommet politique et militaire du Troisième Reich, un corps d'élite auquel seuls quelques-uns pouvaient prétendre. Selon les écrits de certains anciens membres, la Waffen-SS se proposait comme une voie exceptionnelle vers une ascension sociale accélérée au sein de la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple que le nazisme proclamait comme idéale. Cette culture particulière se reflète dans les témoignages directs de volontaires, allemands comme étrangers. Les souvenirs d'après-guerre concernant le combat et la conduite de la Waffen-SS indiquent le prix que les hommes des SS payèrent pour leur appartenance à l'organisation. La Waffen-SS constitua une véritable sous-culture au sein de l'Allemagne nazie. Elle se présentait comme une voie d'ascension sociale, une promesse qui séduisit des milliers de jeunes. Cette promesse, bien que souvent illusoire, marqua profondément l'expérience de ceux qui s'engagèrent dans ses rangs et orienta leur parcours au sein de l'organisation. Les hommes qui rejoignirent la Waffen-SS aspiraient à faire partie d'une force fasciste d'élite, même si les raisons variaient selon les individus. Dans les récits historiques, l'organisation fut souvent réduite au stigmate des crimes de guerre ou au simple rôle de nervis au service du nazisme. Cependant, cette vision limitée ne permettait pas de comprendre dans toute sa nuance la complexité de l'institution ni les motivations personnelles de ceux qui y servirent. Certains vétérans, comme Erwin Bartmann, combattirent sur le front de l'Est sans avoir jamais été membres du parti nazi. Ils s'engagèrent dans les SS sans être formellement affiliés au parti, ce qui montrait que l'attrait des SS ne relevait pas toujours d'un militantisme politique direct. De nombreux Allemands, ainsi que des volontaires étrangers, s'y incorporèrent également. Certains provenaient de milieux d'extrême droite, mais tous ne partagèrent pas cette identité idéologique. Les SS se présentèrent comme un secteur exclusif au sein de la société allemande, capable d'attirer des hommes qui n'étaient ni membres du parti nazi, ni nécessairement citoyens allemands. Des volontaires comme Bartmann ne cherchaient pas à intégrer une autre branche militaire. Ils voulaient appartenir au SS. La propagande joua un rôle central dans ce processus, transmettant l'idée que rejoindre ces rangs signifiait accéder à une strate unique, séparée du reste de la population. Les témoignages de Bartmann et d'autres volontaires, associés aux discours officiels de l'organisation, montrèrent que l'attrait ne résidait pas uniquement dans le fascisme, mais dans la notion d'appartenir à un groupe spécial. Les SS offraient une voie de mobilité sociale fondée sur l'idée d'appartenir à une élite qui conférait des privilèges à ses membres. En s'intégrant dans ces rangs, ces hommes accédaient à ce qu'ils considéraient comme une fraternité choisie au sein du Troisième Reich. Bien que les SS se soient développés de manière constante au cours des années 1930, il était frappant que certains choisissent de s'engager dans ces rangs plutôt que dans une branche conventionnelle des forces armées allemandes, telles que la Luftwaffe, la Heer ou la Kriegsmarine. L'entraînement à l'intérieur de l'organisation était notoirement brutal et les expériences de combat ne l'étaient pas moins. Les promesses de formation professionnelle et d'avantages familiaux que les SS diffusaient étaient, dans de nombreux cas, contestables. Toutefois, les motivations qui poussèrent de nombreux jeunes à rejoindre la Waffen-SS, combinées à leurs attentes vis-à-vis de la société nationale socialiste, révélaient un tableau bien plus complexe. L'intégration dans ces rangs signifiait, dans une certaine mesure, une ascension sociale. Et cette idée devint l'un des principaux arguments avec lesquels la Waffen-SS se fit la promotion auprès d'une génération entière. Les Waffen-SS, croissance et devenir l'élite allemande.
Pendant l'entre-deux-guerres, l'Allemagne faisait face aux lourdes conséquences de sa défaite lors de la Première Guerre mondiale. L'hyperinflation, l'humiliation imposée par le traité de Versailles, sa clause de culpabilité de guerre et les réparations exigées par les Alliés avaient complètement déstabilisé la société allemande. Dans les années 1930, de nombreux jeunes se montraient désillusionnés par la direction que prenait le pays, qu'ils percevaient comme dominé par le matérialisme et la passivité de la République de Weimar. Felix Steiner, officier des SS et commandant du 3e corps blindé SS, partageait cette appréciation. Selon lui, les conditions des années 30 avaient profondément affecté la jeunesse européenne et, par conséquent, contribué à accroître le recrutement dans les rangs des SS. Dans l'un de ses essais, Steiner affirmait que le mouvement de volontaires était le résultat de facteurs psychologiques plus profonds liés au désespoir intellectuel de la jeunesse européenne. Bien que Steiner soit une figure controversée parmi les apologistes des SS, certains historiens ont admis que cette affirmation particulière avait une certaine validité et méritait d'être examinée plus attentivement. Pour beaucoup de jeunes Allemands, il existait un besoin de trouver une échappatoire, quelque chose de plus grand qu'une vie marquée par la culpabilité de la Grande Guerre ou par la misère de la Grande Dépression. Le national-socialisme et les organisations qui en découlaient comme les SS se présentèrent comme une promesse d'un nouveau départ avec des perspectives et des récompenses illimitées. Les références au passé chevaleresque, aux Vikings et aux gardes impériales prussiens offrait aux jeunes hommes allemands un motif de fierté historique sur lequel s'appuyer. Lorsque les SS commencèrent leur recherche de nouvelles recrues, il fut aisé de vendre l'image qu'ils représentaient la nouvelle garde impériale de l'Allemagne. L'efficacité de ce message de recrutement était liée aux idées de Richard Walter Darré qui promouvait la formation d'une nouvelle aristocratie élitiste pour l'amélioration des peuples et des cultures germaniques. Ainsi, les SS se présentaient également comme un véhicule de mobilité sociale, une voie par laquelle un jeune pouvait transformer son statut et gravir les échelons de la hiérarchie du Troisième Reich. Intégrer une organisation comme les SS permettait à de nombreux jeunes Allemands de passer du statut de victime à celui d'acteur au sein de la culture germanique et, par conséquent, de devenir protagonistes d'un projet qui aspirait à influencer le monde. Ceux qui entraient dans leur rang accédaient à un groupe considéré par la société allemande comme culturellement sélect et puissant, avec pour mission déclarée de protéger la santé des peuples germaniques et nordiques. La Waffen-SS, conçue comme force d'élite, imposa un processus de sélection particulièrement strict. Les exigences pour être acceptées étaient rigoureuses concernant la taille, la race et la santé. Avant le début de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, la taille minimale requise était d'1,78 m, nettement supérieure à la moyenne de l'homme allemand en âge militaire dans les années 1930. Heinrich Himmler déclara lui-même que jusqu'en 1936, nous n'acceptions dans la Leibstandart ou dans la Verfügungstruppe aucun homme ayant ne serait-ce qu'une dent plombée. Ce type d'exigence physique a consolidé l'image des SS comme une élite biologique et athlétique. L'organisation était particulièrement attrayante pour les jeunes les plus forts et en meilleure santé, ou pour ceux qui admiraient les hommes grands et actifs pratiquant la boxe, l'équitation, l'athlétisme ou divers sports. La réputation d'être grand, robuste et racialement pur n'était qu'une partie de l'ensemble des éléments qui conféraient aux SS une place singulière au sein du régime nazi. Le fait que les membres des SS fussent, en moyenne, plus grands et physiquement plus aptes que le reste de la population contribua à projeter l'image qu'ils étaient au-dessus des autres groupes sociaux. Leur participation à de grands événements sportifs et l'attention médiatique qu'ils suscitaient renforçaient encore cette perception. Un exemple clair fut leur implication aux Jeux olympiques de Berlin de 1936, où les SS n'eurent pas seulement un rôle de sécurité autour des athlètes, mais comptèrent également des figures marquantes. Hans Wölk, membre d'un régiment de police SS, battit le record olympique de lancer du poids, ce qui éleva encore davantage le prestige de l'organisation. Wölke, devenu capitaine de police, mourut sur le front de l'Est en 1943. Durant ces Jeux, conçus par le Troisième Reich comme une vitrine des progrès réalisés sous le fascisme, les SS jouèrent un rôle visible dans le spectacle de propagande.
La combinaison de strictes exigences physiques d'admission avec la participation à des événements à fort impact public consolida l'image des SS comme un corps extrêmement sélectif. À première vue, cela pouvait sembler contradictoire avec l'idée de mobilité sociale, mais en réalité cela renforçait leur attrait pour les jeunes Allemands remplissant les conditions de taille, d'aptitude athlétique et d'ascendance raciale. Les SS représentaient une voie tangible d'ascension et de prestige. La possibilité d'intégrer une organisation exaltant la forme physique et le sport apparaissait extrêmement séduisante. Malgré les difficultés logistiques et la concurrence pour recruter de nouveaux membres, les SS continuèrent à s'étendre de manière constante durant les années 1930. Le contrôle qu'ils acquirent sur la sécurité interne du Reich se consolida grâce à un processus comprenant une formation de base et l'organisation de petites unités armées. Cependant, cela ne représenta qu'une première étape vers la reconnaissance des SS comme une force d'élite. En 1934 fut créée la SS Verfügungstruppe, connue sous le sigle SSVT, dont le but était de servir de noyau à ce qui deviendrait plus tard une division complète des SS. Ces troupes furent, en réalité, les premières unités de combat proprement dites du parti nazi. À leur début, elles ne comptaient que le personnel nécessaire pour organiser 2 régiments, portant les noms de code Deutschland et Germania. Avec le temps, et malgré leur dimension réduite au départ, ces unités se transformèrent en la célèbre 2e division Panzer SS surnommée Das Reich. Leur développement suscita des tensions avec la Wehrmacht, qui voyait d'un mauvais œil la consolidation d'une armée parallèle sous le contrôle direct du régime national-socialiste. L'état-major allemand reconnut l'existence d'un bras armé des SS à des fins politiques, tout en craignant qu'une militarisation plus profonde ne transforme l'organisation en concurrent direct de l'armée. Cette tension fut résolue à la fin de 1934 par un accord entre les SS et le haut commandement de la Wehrmacht. Le pacte a permis aux SS de commencer à créer des écoles militaires et des formations armées, tandis que l'armée régulière conservait le pouvoir d'établir certaines règles pour leur fonctionnement. L'influence de la Wehrmacht était en partie justifiée car, aux premières étapes, de nombreux instructeurs des académies SS provenaient directement de l'armée allemande. Avec la Waffen-SS consolidée comme la nouvelle élite guerrière, il devait y avoir une motivation claire pour rejoindre ces rangs. Pourquoi quelqu'un accepterait-il les exigences strictes et les risques mortels du combat? L'idée romantique de rejoindre uniquement pour le prestige ou le désir de vivre des aventures violentes ne suffisait pas. Comme dans tout groupe d'élite, il existait des récompenses concrètes et des avantages matériels qui rendaient l'appartenance à l'organisation attrayante. Les SS offraient une image renvoyant à la tradition germanique des anciens guerriers ou aristocrates, se présentant comme les gardiens de la santé culturelle du peuple. Cette dimension symbolique était puissante, mais ce n'était pas tout. Il existait également des avantages tangibles, opportunités d'ascension sociale, privilèges réservés aux membres et possibilité d'améliorer son statut au sein du Troisième Reich. La combinaison entre prestige psychologique et avantages pratiques expliquait pourquoi la Waffen-SS a pu recruter autant de jeunes et devenir une force de taille énorme. Pour beaucoup, rejoindre ces rangs n'était pas seulement une question d'idéologie, mais une véritable opportunité de mobilité sociale. Les nazis n'ont pas réussi à créer une société véritablement sans classe, mais, à certains égards, des organisations comme les SS ont estompé ces frontières. Heinrich Himmler soutenait que, vers l'extérieur, les SS devaient se projeter comme une élite, mais qu'au sein de l'organisation, la hiérarchie sociale devait être moins marquée. Bien qu'il existât des grades militaires, l'essentiel était que tous étaient avant tout membres des SS. Cette idée se reflétait dans la pratique quotidienne. Le vétéran Erwin Bartmann se souvenait que, dans la Leibstandarte, première division blindée des SS, les officiers n'étaient pas traités par le titre de Herr, comme c'était habituel dans le reste de l'armée allemande par respect. Lors d'une inspection, Bartmann s'adressa à un officier uniquement par son grade, expliquant ensuite « À la Leibstandarte, nous n'appelions jamais personne de grade supérieur Herr ». Ce détail montrait comment les SS cherchaient à se différencier de l'armée traditionnelle et à renforcer la notion de communauté fermée, dans laquelle le lien principal n'était pas la classe sociale, mais l'appartenance à l'organisation.
Cet aspect était significatif car, en éliminant l'usage des titres traditionnels, il montrait une plus grande égalité entre officiers et soldats au sein des SS. Il suffisait de s'adresser à un supérieur par son grade, sans ajouter de formule de respect propre à l'armée allemande. Au bout du compte, tous étaient considérés comme des hommes des SS et bénéficiaient d'un certain niveau de respect mutuel. Il n'était pas nécessaire d'être riche pour financer l'équipement, ni de provenir d'une lignée prestigieuse pour rejoindre l'organisation. Divers historiens ont souligné qu'il n'était pas nécessaire de venir de familles de haut statut ou à revenus élevés pour débuter une carrière dans les SS. Cette estompe des lignes sociales reflétait l'effort de l'organisation pour s'inscrire dans l'idéal de la Volksgemeinschaft. En particulier, l'idée d'une hiérarchie basée sur les mérites était promue. Être membre des SS était déjà considéré comme un mérite, offrant des possibilités de mobilité au sein de cette communauté nationale, où la reconnaissance dépendait davantage de l'appartenance et des performances que de l'origine sociale. La sécurité de l'emploi et les perspectives d'avenir constituaient un facteur important pour attirer des volontaires dans les SS, tant en Allemagne que dans d'autres pays. Bien que les longues périodes de service puissent être perçues comme un inconvénient, elles offraient également la possibilité de bénéficier d'une stabilité professionnelle sur plusieurs années et de perspectives de carrière après la guerre. Pour les volontaires étrangers, il existait en outre l'espoir que, dans leur pays d'origine, ils pourraient obtenir un certain degré d'autonomie ou un poste avantageux sous la domination allemande. Dans des pays comme la Belgique, certains collaborateurs ont vu dans la guerre contre l'Union soviétique l'opportunité de gagner le respect du Reich et d'assurer une position prestigieuse lors de la réorganisation de l'Europe après la victoire nazie. Ceux qui s'engageaient avec cette attente étaient envoyés au front, convaincus que leur service ne leur apporterait pas seulement des avantages personnels, mais pourrait également signifier des bénéfices politiques pour leur propre nation dans le nouvel ordre projeté par le Troisième Reich. La logique qui a conduit certains Belges à rejoindre les SS s'est également appliquée aux Pays-Bas. Pendant la guerre, le rationnement faisait partie de la vie quotidienne, mais les soldats des SS et leurs familles avaient la priorité pour l'accès aux approvisionnements, ce qui représentait un avantage net par rapport au reste de la population. Aux volontaires néerlandais, on promettait également une formation professionnelle et la possibilité d'obtenir des emplois civils à leur retour, comme c'était le cas pour leurs homologues belges. Dans des journaux personnels de l'époque, certains jeunes racontaient comment des connaissances se rendaient en Allemagne pour suivre une formation à Munich, convaincus qu'après le service, ils pourraient occuper des postes administratifs et même aspirer à des fonctions supérieures après des études complémentaires. En Belgique, comme aux Pays-Bas, la propagande des SS insistait sur le fait que le service serait récompensé, offrant non seulement prestige et reconnaissance, mais aussi des avantages pratiques garantissant un avenir plus prometteur pour les volontaires et leurs familles. Au-delà des opportunités professionnelles, l'éducation représentait l'un des attraits majeurs que les SS pouvaient offrir. Dans de nombreux pays, l'accès aux différents niveaux d'enseignement dépendait largement de la classe sociale, créant des différences entre ceux qui pouvaient fréquenter des écoles privées ou des académies exclusives et ceux qui ne disposaient que d'un enseignement de base. La Waffen-SS offrait un moyen partiel de franchir ces barrières. L'organisation a fondé des écoles de cadets pour officiers et créé des institutions liées à l'idée nazie d'éducation afin d'alimenter l'organisation elle-même avec de nouveaux cadres. Bien que les exigences raciales et physiques strictes soient maintenues, les critères académiques étaient beaucoup plus flexibles. Avant 1938, environ 40% des aspirants officiers n'avaient reçu qu'une éducation élémentaire. Cela signifiait que des jeunes sans études avancées pouvaient accéder à une formation militaire considérée comme d'élite, renforçant la perception des SS comme un moyen de mobilité sociale et de dépassement des différences de classe. Bien qu'à première vue, il puisse sembler que les SS réduisaient la qualité de leurs officiers en acceptant des candidats ayant une faible formation académique, il s'agissait en réalité d'un mécanisme de mobilité sociale. Pour ceux considérés comme racialement aptes, l'éducation antérieure importait peu. L'essentiel était que le candidat puisse être façonné selon la formation que les SS définissaient comme une approche intégrale du développement individuel. Ainsi, le fils d'un paysan pouvait aspirer à devenir membre de la nouvelle élite allemande,
à condition de prouver qu'il était arien, qu'il n'avait pas de lien communiste et qu'il remplissait les exigences physiques. Une fois accepté dans une école d'officiers, le candidat recevait une instruction en sport, histoire militaire de base et tactique de combat, ainsi que des activités considérées comme propres à l'élite, comme l'escrime ou la navigation. Un autre attrait d'appartenir au SS était le soutien familial. L'organisation offrait une aide financière aux familles nombreuses considérées comme ariennes et un soutien maternel. Bien que le nazisme soit profondément lié à l'eugénisme, dans ce cas, les SS appliquaient cette vision sous forme d'avantages matériels pouvant constituer un incitatif significatif pour leurs membres. L'un des avantages les plus discutables que pouvait offrir la Waffen-SS était la protection contre les arrestations. Dans certains cas, l'appartenance à l'organisation fonctionnait comme une garantie pour le recrue lui-même et sa famille. Il y eut des jeunes qui, bien qu'ils ne se sentent pas proches du nazisme, finirent par rejoindre les SS pour éviter des conséquences légales ou des représailles contre leurs parents. Dans les situations où des membres de la famille exprimaient des critiques ouvertes contre le régime, la solution proposée par les autorités locales était qu'un membre de la famille s'enrôle dans la Waffen-SS. Ainsi, l'appartenance à l'organisation devenait une sorte de garantie protégeant ses proches de l'arrestation. Bien que ceux qui furent contraints de rejoindre l'organisation ne le fassent pas toujours volontairement ou avec enthousiasme, les SS utilisèrent cette forme de coercition pour augmenter leur rang. Le prix était élevé. Intégrer une unité de combat d'élite sous des conditions extrêmes de discipline et de risque, mais avec la promesse de protéger la famille contre la persécution. Bien que la Waffen-SS offrait des avantages potentiellement attractifs, elle comportait également d'importants inconvénients qui marquaient la vie de ses membres. Les exigences raciales strictes constituaient une barrière dès le départ et les véritables difficultés commençaient lorsque le recrue entrait dans l'organisation et affrontait un entraînement rigoureux et la réalité du combat. La mobilité sociale promise par les SS était truffée de défauts. Les mêmes éléments qui semblaient être des avantages, comme le prestige d'appartenir à une élite ou les programmes de bien-être, étaient accompagnés d'exigences et de limitations réduisant leur efficacité. Les volontaires acceptaient ce pacte dans l'espoir d'intégrer une nouvelle aristocratie, de progresser socialement ou d'assurer des avantages matériels après la guerre, bien que les conditions réelles soient beaucoup plus dures. L'un des principaux problèmes était la durée des engagements de service. Après l'accord avec la Wehrmacht, des conditions strictes furent établies. Les officiers devaient servir jusqu'à 20 ans, les sous-officiers 12 ans et les simples soldats au moins 4 ans. Bien que l'idée de faire partie d'une force d'élite ait contribué à attirer des volontaires, pour beaucoup, ces longs engagements étaient considérés comme l'un des principaux inconvénients de la vie au sein de la Waffen-SS. Pour la formation de leurs officiers, les SS ont établi des académies spéciales appelées Junkerschulen, situées à Bad Tölz et à Braunschweig. L'objectif de ces écoles était de créer un corps de commandement propre à l'organisation dans un contexte où la Waffen-SS ne cessait de croître. La vie dans ces centres était extrêmement dure. Les cadets suivaient des semaines de cours pouvant atteindre 47 heures, auxquelles s'ajoutait la pratique obligatoire du ski, de la natation, de la voile, de l'escrime, de la boxe et de diverses disciplines athlétiques. Tout était conçu pour éliminer ceux jugés insuffisamment forts ou aptes à faire partie de la nouvelle élite que les SS souhaitaient incarner dans la société allemande. Le taux de désertion ou d'échec atteignait environ 40%, reflet de la rigueur et de la brutalité du programme. Ces exigences répondaient à un objectif clair: consolider la réputation de la Waffen-SS comme force d'élite, préparant des hommes capables et résistants, présentés comme les héritiers modernes des chevaliers teutoniques. La croissance du corps des officiers des SS ne dépendait pas uniquement des Junkerschulen. Elle s'appuyait également sur des institutions comme les Napolas, des lycées du Reich destinés à former les futurs cadres du gouvernement et des forces armées. Bien qu'elle n'ait pas été créée spécifiquement pour les SS, il était naturel que l'organisation s'intéresse à ces centres et finisse par les influencer afin d'attirer leurs cadets vers la Waffen-SS. La formation dans ces écoles montrait également une autre facette de la mobilité sociale offerte par l'organisation: la promesse d'un accès à la nouvelle élite. Cependant, l'expérience était extrêmement difficile.
Les anciens élèves se souvenaient de journées sombres, froides et exigeantes, où ils étaient contraints de se battre contre des chiens, de s'affronter dans des combats de boxe, de supporter des épreuves physiques extrêmes et de participer à des simulations préparant à de futurs scénarios de guerre. La plainte ou la faiblesse n'était pas tolérée. Tout signe de fragilité pouvait être interprété comme de la lâcheté. À travers des institutions comme les Junkerschulen et les Napolas, les SS tenaient leurs promesses d'éducation et de formation. Ces hommes recevaient en effet un enseignement combinant discipline militaire, endoctrinement idéologique et résistance physique, conçu pour les former à l'idéal du nouveau membre de l'élite que le régime proclamait. Les conditions dans les académies et écoles liées au SS montraient que, en échange de l'éducation et de la formation reçue, la vie était dure et qu'il y avait toujours un prix à payer. Les témoignages sur l'entraînement des soldats de base de la Waffen-SS confirment que leurs expériences ne différaient pas beaucoup de celles des aspirants officiers. Comme leurs supérieurs en formation, les recrues devaient suivre des entraînements intensifs en boxe, athlétisme et autres disciplines sportives. L'objectif était de réduire l'écart entre officiers et troupes, tout en élevant le niveau d'exigence au-dessus de la norme de l'instruction militaire de l'époque. Cependant, pour les soldats de base, qui suivaient un programme d'entraînement moins personnalisé, les accidents étaient plus fréquents et entraînaient souvent des blessures. Dans les souvenirs d'anciens combattants, les entraînements de base de la SS étaient décrits comme particulièrement dangereux. Lors d'une de ces séances, un incident est resté gravé dans la mémoire d'un recrue, le moment où, en plein exercice, un fort craquement résonna dans la salle, signe d'un accident illustrant la dureté de la préparation. Pendant l'entraînement de la Waffen-SS, les accidents n'étaient pas rares, même lors d'exercices de routine. Une fois, un jeune recrue blond de Kiel a été blessé au genou en raison d'une défaillance dans l'entretien du pistolet réglementaire allemand, qui pouvait tirer accidentellement s'il n'était pas correctement nettoyé. Dans un autre cas, peu après une cérémonie de remise de diplôme, un soldat nommé Becker a été touché par un tir d'un sentinelle en service. Bien qu'il n'ait pas été tué, il a dû être hospitalisé. Ces incidents montraient que le programme d'instruction pour les soldats de base visait à forger des hommes résistants et à leur conférer un statut d'élite, mais ce chemin était semé de risques. En réalité, l'expérience des officiers et celle des troupes de base ne différaient pas fondamentalement. Toutes deux étaient marquées par un haut niveau de difficulté et de danger, même avant de participer au combat. L'importance d'observer séparément ces expériences de formation réside dans la compréhension de la manière dont dirigeants et soldats de base traversaient des processus tout aussi exigeants. Cette préparation extrême était le prélude à ce qu'ils vivraient ensemble, officiers et troupes, lorsque viendrait le moment de faire face à la guerre sur le front. Les difficultés pour officiers et soldats augmentaient lorsqu'ils se regroupaient pour former des unités destinées aux exercices de guerre. Ces manœuvres étaient particulièrement dangereuses et, dans de nombreux cas, mortelles, augmentant ainsi le risque d'appartenir à la Waffen-SS. À mesure que la guerre approchait, les SS obtinrent l'autorisation d'utiliser des terrains militaires pour réaliser ces entraînements. Les pratiques de sécurité habituelles étaient délibérément ignorées. Heinrich Himmler affirmait que les hommes de la SS devaient s'habituer à se tenir à seulement 50 ou 70 mètres de la chute de leur propre artillerie. En comparaison, la pratique militaire standard considérait tout impact à moins de 600 mètres des troupes amies comme dangereusement proches. Himmler reconnaissait froidement qu'il était regrettable que de jeunes Allemands au grand potentiel meurent dans des accidents d'instruction. Cependant, il justifiait cette brutalité par l'idée que la souffrance pendant l'entraînement endurcirait les recrues et augmenterait leurs chances de survie en combat réel. Ainsi, l'organisation acceptait des pertes en temps de paix, dans l'espoir d'obtenir une plus grande efficacité et de sauver davantage de vies sur le front. Les pertes élevées subies par la Waffen-SS ont remis en question l'efficacité réelle de leurs méthodes d'entraînement dangereuses. Sur le front de l'Est, certaines de leurs unités ont perdu jusqu'à 3/4 de leurs hommes, montrant le coût humain extrêmement élevé de leur participation à la guerre. Dès le début des combats, les divisions de la SS ont été envoyées à l'avant-garde des attaques allemandes. La 3e division SS, par exemple, a participé à l'offensive de 1940 contre l'Europe occidentale, connue sous le nom de Vollgelb. Pendant cette campagne,
Elle a subi plus d'1 millier de pertes, tout en démontrant sa capacité de combat. Cette expérience a conduit le haut commandement allemand à confier à la Waffen-SS des opérations de plus en plus difficiles et risquées. En 1941, lors de l'invasion de l'Union soviétique, leurs divisions furent à nouveau placées en première ligne, avançant vers Leningrad. Peu importe les bénéfices promis, la gloire éphémère ou l'idéologie qui les animait, les hommes de la Waffen-SS ont fini par payer un prix très élevé. Supporter les conditions les plus difficiles de la Seconde Guerre mondiale en tant que partie de la prétendue nouvelle aristocratie du Troisième Reich. Les témoignages des anciens combattants sont la principale source pour comprendre les conditions extrêmes auxquelles la Waffen-SS a été confrontée au combat. Les combats rapprochés, avec des armes modernes et à courte distance, révélaient la brutalité qui expliquait les taux de pertes très élevés. À de nombreuses reprises, les compagnies se retrouvaient isolées au milieu du chaos de la bataille, augmentant le risque de destruction totale. Les récits s'accordent à décrire des scènes d'horreur. Depuis les postes de commandement, il était courant de voir des ambulances remplies de blessés allongés dans la neige, tremblant de froid, à peine couverts et avec le sang figé par le gel. Les hommes en première ligne se souvenaient de champs couverts de cadavres, de corps mutilés et du désespoir de ne rien pouvoir faire face à ce massacre. Tant les volontaires étrangers que les Allemands eux-mêmes partageaient ces expériences sans distinction. Officiers et soldats de la même division évoquaient des moments d'impuissance en voyant mourir leurs camarades, se souvenant de leurs derniers gestes et paroles au milieu de la dévastation. La guerre sur le front oriental a montré les hommes de la Waffen-SS non seulement comme des combattants d'une force d'élite, mais aussi comme des victimes d'une machine militaire les poussant à un sacrifice constant. Les témoignages des vétérans allemands et étrangers de la Waffen-SS mettent en évidence la brutalité du combat auquel ils ont été confrontés. Le prétendu pacte entre l'organisation et ses volontaires, avantage en échange de prestige et de statut, se brisait sur le champ de bataille où les probabilités réelles étaient terrifiantes, jusqu'à 75% de risque d'être blessés ou tués. Les hommes combattaient dans des conditions sauvages, voyant tomber camarades et officiers dans des combats d'une violence extrême. Bien que des pertes élevées soient courantes dans les troupes d'assaut, dans le cas de la Waffen-SS, l'ampleur en était disproportionnée. Leurs divisions, considérées comme d'élite, étaient envoyées sur les fronts les plus sanglants, et les pertes dépassaient toute attente raisonnable. Pour mettre la différence en perspective, la 101e division aéroportée de l'armée américaine a enregistré environ 11 500 pertes au cours de l'ensemble de sa campagne en Europe, incluant plusieurs combats majeurs et des remplacements au fil du temps. En revanche, la 12e division Panzer de la SS a commencé la guerre avec 10 000 recrues et, lors de la bataille de la Poche de Falaise, a perdu jusqu'à 80% de ses effectifs de combat. Lors d'une seule opération, une division de la SS a subi plus de la moitié des pertes qu'une division américaine accumulée sur toute une campagne. Les pertes extrêmement élevées subies par la Waffen-SS reflétaient un profond mépris de la vie humaine. Même dans des unités d'élite, habitués à opérer sur les théâtres les plus difficiles, les pourcentages de pertes étaient si extrêmes qu'ils devenaient insupportables. Les rapports officiels et les souvenirs des vétérans n'étaient pas les seules preuves de cette dureté. La population allemande elle-même percevait le danger de servir dans la SS. Le père d'un soldat craignait que son fils ne s'engage, car il savait que la première division SS était toujours envoyée dans les combats les plus intenses. Avec le déroulement de la guerre, les divisions de la SS ont acquis un surnom qui en disait long. Elles étaient les « pompiers d'Hitler », appelés à intervenir là où la situation était la plus désespérée et où les chances de rétablissement semblaient minimes. Cela démontrait que, bien que la SS offrait des avantages et du prestige à ceux qui rejoignaient ses rangs, les probabilités d'en bénéficier étaient limitées. Les recrues étaient confrontées à des exigences physiques extrêmes, à un entraînement brutal, à des missions presque suicidaires et, dans de nombreux cas, à des promesses jamais tenues. La grande contradiction résidait dans le fait que le chemin vers cette prétendue mobilité sociale était marqué par des risques disproportionnés et des bénéfices incertains. Finalement, la Waffen-SS s'est révélée être un projet profondément défectueux, offrant l'illusion de l'ascension et du statut, mais se révélant en pratique violent, destructeur et vide.
Les avantages familiaux du programme Lebensborn n'ont pas fonctionné comme promis. En 1939, seulement 8% des familles de membres de la SS ayant entre 5 et 12 enfants ont reçu un soutien financier. Bien que l'initiative ait été créée pour augmenter les mariages et les naissances, cette même année, 61% des hommes de la SS étaient encore célibataires au début de la Seconde Guerre mondiale. Ces données, bien qu'elles reflètent l'ensemble de l'organisation et pas seulement la Waffen-SS, montraient clairement que le programme n'atteignait pas son objectif. Avec l'avancée du conflit, le Lebensborn s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus radical. Les mesures comprenaient des dispositions encourageant directement l'infidélité dans le cadre d'une politique eugéniste extrême. Au-delà de son intention initiale, ces programmes familiaux n'ont pas atteint leur objectif et, dans de nombreux cas, ont conduit à des pratiques étrangères à leur conception originale. Cet échec, en plus d'être moralement aberrant, représentait un des inconvénients de servir dans la Waffen-SS. À cela s'ajoutait un autre problème, la perte de l'aura d'élite. Une partie essentielle de l'attrait de l'organisation résidait dans son exclusivité, mais à mesure que la Waffen-SS s'étendait pour atteindre près d'1 million de membres, maintenir les standards originaux est devenu impossible. L'expansion a obligé à assouplir les exigences physiques, sociales et institutionnelles qui étaient auparavant strictement appliquées. Bien que cela ne dévalorisa pas ceux qui entrèrent selon ces nouvelles conditions, il est vrai que l'image d'une force culturellement, athlétiquement et institutionnellement sélecte s'est estompée avec le temps. L'idée que les SS devaient être les gardiens de la race germanique et nordique est devenue insoutenable avec l'arrivée d'hommes ne correspondant pas à ces critères. L'arrivée de volontaires slaves d'Ukraine ou de musulmans venant de Bosnie contredisait complètement les exigences raciales initiales, obligeant l'organisation à modifier sa doctrine. Tous les étrangers ne sont pas arrivés de leur plein gré, car il y eut des campagnes de recrutement forcé pour combler les pertes énormes subies au combat. Cependant, il y eut également des volontaires qui se sont engagés pour diverses raisons et dont le cas mérite une analyse. Le mélange d'Allemands ethniques et de non-Allemands n'a pas été bien accueilli dans une organisation née avec un caractère racial marqué, ce qui a été interprété dans les cercles nationaux-socialistes comme une dilution claire de l'idéal original. À la fin de la guerre, les chiffres le montraient clairement. En 1945, plus de la moitié des divisions de la Waffen-SS étaient majoritairement composées d'étrangers. Sur 38 divisions, 19 n'étaient plus essentiellement allemandes. Pour beaucoup au sein du régime, cela représentait un échec total de l'idée d'une élite culturelle et raciale destinée à soutenir les SS. La nécessité de reconstituer les troupes avait conduit à admettre dans ses rangs des hommes initialement considérés comme impurs selon les critères raciaux nazis. Cette contradiction a transformé la Waffen-SS en une organisation qui a fini par trahir sa mission initiale et montré, dans la pratique, l'hypocrisie de ses fondements idéologiques. Le mélange de nationalités au sein de la Waffen-SS n'a pas seulement posé problème aux secteurs les plus obsédés par la pureté raciale, mais également aux volontaires étrangers eux-mêmes qui ont rejoint l'organisation. Beaucoup d'entre eux se sont souvenus des tensions et des abus résultant de la cohabitation avec des troupes d'origine différentes. Pour certains, comme les Belges enrôlés en 1941, l'adhésion était perçue comme une opportunité de devenir camarades et égaux aux Allemands. Cependant, la réalité montra autre chose. Malgré le combat sous la même bannière, ils continuaient à être traités comme des étrangers. Les volontaires flamands dénonçaient des mauvais traitements physiques et verbaux de la part des instructeurs allemands pendant l'entraînement. Les Néerlandais, considérés comme racialement proches des Allemands, n'échappèrent pas non plus à la discrimination. Bien qu'ils occupassent une position plus favorable dans la hiérarchie, beaucoup de membres de la SS les considéraient comme inférieurs. Dans les deux cas, l'organisation ne tint pas ses promesses d'égalité ni le prestige qu'ils étaient censés recevoir en s'engageant. La contradiction était évidente. La SS proclamait être la gardienne des races germaniques et nordiques, mais en pratique, elle intégrait des hommes qui ne correspondèrent pas à cette définition et les soumettait à un traitement inégal. Pour les volontaires étrangers, cela signifiait accepter un pacte désavantageux qui les plaçait nominalement dans l'élite du Troisième Reich, tandis que la réalité leur rappelait constamment qu'ils n'étaient pas considérés comme égaux.
Le mauvais traitement subi par de nombreux volontaires étrangers trouve son origine dans une campagne de recrutement délibérée, marquée par la tromperie. Dans plusieurs cas, l'échec de la SS n'était pas dû au manque de ressources ou à l'improvisation, mais à une stratégie consciente visant à attirer des hommes sous de fausses promesses, dans le seul but d'élargir rapidement ses rangs. Cette pratique de mentir ou d'exagérer les avantages constituait une faille importante dans l'idée de mobilité sociale que l'organisation prétendait représenter. Lorsque la SS eut recours à la tromperie pour remplir ses divisions, elle cessa d'apparaître comme un chemin vers l'élite et devint simplement une armée avide de recrues pour la guerre. La tromperie affecta particulièrement les volontaires étrangers. Certains Néerlandais, par exemple, furent convaincus qu'ils recevraient une formation politique et finiraient comme fonctionnaires civils. La réalité fut très différente. Beaucoup d'entre eux furent affectés à des unités de combat telles que la 34e division SS Landstorm Nederland. L'écart entre ce qui était promis et ce qu'ils vécurent réellement montra clairement que, dans de nombreux cas, il ne s'agissait pas de mobilité sociale ni de prestige, mais d'un recrutement fondé sur des mensonges. La tromperie dans le recrutement ne se limitait pas aux volontaires néerlandais. Les Belges se voyaient assurer que leur service dans la Waffen-SS serait consacré à la lutte contre le communisme et qu'ils seraient envoyés sur le front de l'Est. Bien que de nombreuses unités de la SS aient effectivement combattu l'Union soviétique, plusieurs hommes ont ensuite été affectés à d'autres fronts. Dans le cas belge, ils ont fini par retourner dans leur pays, combattant lors de l'offensive des Ardennes. En théorie, le fait qu'une unité soit redéployée sur différents fronts pouvait sembler normal dans une armée en guerre. Cependant, le problème résidait dans le fait que ces volontaires avaient été présentés leur enrôlement comme une croisade exclusivement anticommuniste. La réalité était différente. En plus de combattre l'armée rouge, ils ont affronté des partisans, des Français, des Britanniques, des Américains, des Canadiens et d'autres ennemis occidentaux, pour lesquels il n'existait pas le même fondement idéologique. Il est difficile de déterminer jusqu'à quel point les volontaires étrangers étaient prêts à combattre les puissances occidentales, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont été recrutés avec des promesses incomplètes ou directement trompeuses. Du point de vue de ces hommes, la SS a caché des informations clés pour assurer leur enrôlement, ce qui a encore accentué l'écart entre ce qui avait été promis et ce qui a été vécu. Ce type de pratique ne révélait pas seulement les contradictions de la Waffen-SS, mais renforçait également l'idée que, comme moyen de mobilité sociale, l'organisation était profondément viciée. Pour les volontaires étrangers, cette illusion de prestige et de mission idéologique s'est transformée en un traitement inégal, marqué par la tromperie dès le départ. L'hypocrisie de la SS concernant ses critères d'admission ne s'arrêtait pas à l'aspect racial. Au départ, l'organisation se présentait comme l'élite physique de l'Allemagne, composée d'hommes grands, forts et athlétiques. Cependant, avec le temps, ces exigences se sont également assouplies. Ceux qui avaient besoin de lunettes, ainsi que les hommes ne respectant pas la taille minimale, ont commencé à être admis. Ce changement était comparable à une dilution des normes raciales. À grande échelle, cela pouvait sembler un détail mineur dans la mobilisation générale du Troisième Reich. Tous ne pouvaient pas être grands, corpulents et physiquement remarquables. Cependant, pour une organisation qui avait fait de l'apparence physique un symbole de prestige, cet assouplissement n'était pas trivial. La réputation des SS en tant que force d'élite a été affectée. Comme cela avait été le cas avec la perte des standards raciaux, l'assouplissement des exigences physiques montrait que l'organisation ne pouvait plus soutenir son image originale d'exclusivité. À chaque concession, la Waffen-SS s'éloignait davantage de son idéal initial et se rapprochait d'une force ordinaire, affaiblissant le mythe qui avait servi de base à son attrait. Parlons maintenant de la différence entre les soldats des SS et ceux de la Wehrmacht. La relation entre ces deux forces a toujours été difficile et marquée par des tensions constantes. D'un côté, il y avait les inconditionnels des SS, des nationaux-socialistes convaincus, loyaux envers Hitler et Himmler, majoritairement issus des classes sociales inférieures. De l'autre, se trouvait la Wehrmacht, dirigée par des généraux de tradition monarchique ou au moins conservatrice, qui avaient une vision plus critique d'Hitler et étaient considérés comme peu fiables par la hiérarchie des SS. Du point de vue de la Wehrmacht, les SS représentaient une menace latente.
Ils se méfiaient de leurs dirigeants, considérés par beaucoup comme des personnages désagréables, et critiquaient l'ambition de l'organisation, toujours désireuse d'accumuler plus de pouvoir. L'armée régulière ne souhaitait pas l'existence d'une autre force armée parallèle en Allemagne. Le souvenir de la SA était encore présent. Cette milice avait été vue comme une armée rivale potentielle et n'avait été neutralisée qu'après la purge de 1934. Mais peu après, l'ascension des SS raviva la même peur, l'apparition d'une seconde force armée au sein de l'État. Ainsi, la Waffen-SS s'est consolidée comme ce que la Reichswehr avait redouté depuis le début, une armée parallèle au service du Parti national-socialiste et avec l'ambition de s'imposer au sein de l'appareil militaire allemand. Lorsque la guerre a commencé, le comportement brutal des SS envers la population civile a indigné de nombreux généraux de la Wehrmacht. Johannes Blaskowitz, chrétien fervent, protesta à plusieurs reprises contre ces atrocités, bien que ces dénonciations aient eu peu d'effet. Seuls quelques commandants permettaient aux SS d'agir en toute liberté dans leur zone, tandis que la majorité limitait leur marge de manœuvre autant que possible. Certains le faisaient par rejet de leur méthode, d'autres simplement parce qu'ils ne voulaient pas qu'une autre organisation interfère dans leur zone de commandement. La situation était différente avec la Waffen-SS. Sur le front, ces divisions étaient normalement sous l'autorité d'un général de la Wehrmacht. Elles étaient traitées comme des unités régulières et dans de nombreux cas, leurs officiers et soldats étaient très respectés par des commandants tels qu'Erich von Manstein, qui appréciaient leur performance au combat aux côtés des troupes de l'armée régulière. Il était important de distinguer les différentes branches de l'organisation. La SS, dans son ensemble, était un corps politique au sein du parti nazi, et un dentiste, par exemple, pouvait devenir un officier supérieur sans jamais avoir mis les pieds sur un champ de bataille, ni participer à des crimes. La Waffen-SS, en revanche, représentait le bras armé de l'Allgemeine SS, littéralement les SS générales ou ordinaires. La plupart de ses membres étaient des soldats de combat, bien que les chiffres montrent que leur implication dans les crimes de guerre était plus élevée que celle de la Wehrmacht. À côté d'eux, il y avait les Einsatzgruppen, créés directement par Himmler et composés de policiers, d'agents de sécurité et de membres de la SS. Ces unités mobiles avaient pour mission officielle de combattre les insurgés. Mais dans la pratique, elles se consacrèrent à l'assassinat systématique de civils en Pologne, en Russie et dans d'autres régions occupées, devenant l'un des instruments les plus létaux de l'appareil répressif nazi. Un membre ordinaire de la SS pouvait être presque n'importe qui, dentiste, juge ou professeur. Beaucoup ne mettaient jamais les pieds au front et pouvaient même servir dans la Wehrmacht ou ne pas participer directement à la guerre. La Waffen-SS, en revanche, était différente. Ceux qui rejoignaient ses rangs s'intégraient dans des unités de combat fonctionnant comme l'armée régulière, mais avec un risque beaucoup plus élevé. Ils étaient envoyés dans des affrontements extrêmement dangereux et, dans de nombreux cas, dans des situations les reliant à des crimes de guerre. Les officiers et soldats de la Wehrmacht critiquaient souvent la SS pour sa tendance à recourir à des attaques audacieuses et, dans de nombreux cas, imprudentes, entraînant des pertes excessives. Alors que l'armée régulière mettait l'accent sur une planification soigneuse et une action coordonnée, la Waffen-SS préférait les attaques frontales et directes, même au prix de lourdes pertes. Un des généraux allemands, plus tard capturé par les Britanniques et secrètement filmé pendant sa captivité, se souvenait d'un affrontement en plein hiver sur le front de l'Est. Après une rupture des lignes soviétiques près de son secteur, il donna l'ordre d'organiser une défense improvisée. Sur cette ligne se trouvait une compagnie de la Waffen-SS d'environ 175 hommes, appuyée uniquement par des mitrailleuses et quelques mortiers. Le général raconta que son commandant, un officier nommé Alpum Ferron Bendon, fit preuve d'un courage exceptionnel. Il dirigea rapidement la réorganisation de ses hommes et prit personnellement la tête de la défense, résistant à l'avancée soviétique malgré l'infériorité numérique et matérielle. Depuis le front, les rapports relataient des épisodes où la Waffen-SS avançait avec une discipline impeccable, mais à un coût dévastateur. Lors d'une offensive, ils parvinrent à reprendre un village, bien que la victoire fût presque symbolique. Sur 9 officiers, 7 furent tués ou blessés, et près de la moitié des troupes furent anéanties. À la fin de cette semaine, à peine 25 hommes restèrent debout.
Pour de nombreux officiers de la Wehrmacht, ce type de bravoure représentait un gaspillage inutile, un exemple tragique de la façon dont l'agressivité éclipsait le sens opérationnel. Les perceptions de la Waffen-SS variaient selon les unités. Les divisions de noyaux comme la Leibstandarte, la Adolf Hitler, la Das Reich ou la Wiking ont acquis une réputation pour leur résistance et leur capacité de combat. En revanche, les unités étrangères manquaient souvent de discipline et d'efficacité, offrant des résultats inégaux sur le champ de bataille. Sur le front de l'Est, l'idéologie commune contre l'ennemi soviétique parvenait parfois à unir la Wehrmacht et la SS. Cependant, sur le front de l'Ouest, après le débarquement en Normandie, de nombreux officiers de l'armée régulière désapprouvaient les méthodes impitoyables de la Waffen-SS. Avec le temps, et face à l'aggravation de la guerre, les différences tactiques commencèrent à se réduire par pure nécessité. Pourtant, la véritable fracture n'était pas seulement militaire, mais aussi culturelle et idéologique. Le ressentiment concernant la répartition des ressources était constant. Les soldats de la Wehrmacht se plaignaient que les unités de la SS recevaient la priorité en armement, en renfort et en fourniture. Les nouveaux chars, Panther et Tiger, arrivaient d'abord dans les divisions d'élite de la SS, tandis que les formations de l'armée continuaient à se battre avec des modèles obsolètes comme le Panzer III. Même dans la logistique, la séparation était maintenue. La Waffen-SS disposait de son propre système d'approvisionnement, ce qui la rendait plus autonome dans les moments critiques. L'inégalité devint encore plus évidente dans les dernières années du conflit, lorsque l'économie de guerre allemande s'effondra. La racine de ces divisions allait au-delà du matériel. La Wehrmacht, bien qu'ayant des partisans du nazisme, était une institution antérieure à Hitler et conservait une grande partie de son identité militaire traditionnelle. Le mérite, la discipline et l'expérience au combat avaient plus de poids que la loyauté au parti. En revanche, la Waffen-SS était née de la pensée nationale-socialiste et conçue comme un corps idéologique en plus d'être militaire. Chaque recrue devait être membre du parti nazi et l'instruction politique constituait une part centrale de leur formation. Pour Himmler, la Waffen-SS n'était pas seulement une force de combat. Elle était la gardienne d'une mission raciale et idéologique. Cette différence fondamentale la séparait à jamais de l'armée régulière allemande. La tension entre la Wehrmacht et la Waffen-SS était définie par un abîme idéologique difficile à combler. Les commandants de l'armée traditionnelle considéraient que le fanatisme politique de la SS constituait un obstacle à la conduite militaire professionnelle, qui devait se baser sur la discipline stratégique, la planification et l'ordre sur le champ de bataille. Pour les hommes de Himmler, en revanche, seule comptait la fidélité absolue à Hitler et au credo national-socialiste. Un officier de l'armée confessa en privé que, tandis que la SS combattait pour le Führer et son idéologie, la Wehrmacht combattait pour l'Allemagne elle-même. Cette différence de vision, bien que non partagée par tous, révélait le fond culturel qui divisait les deux institutions. Les soldats de l'armée régulière se percevaient comme les gardiens de leur nation, indépendamment du régime au pouvoir. Les membres de la Waffen-SS, en revanche, se considéraient comme l'avant-garde d'un projet européen sous les dogmes nazis. Dans leur centre d'entraînement, l'instruction politique occupait une place centrale, présentant la guerre comme une croisade pour l'avenir du continent. Chaque victoire militaire était interprétée non seulement comme une victoire allemande, mais aussi comme une étape vers une mission idéologique d'envergure. Ainsi, leurs opérations dépassaient souvent la logique militaire, donnant lieu à une violence plus extrême, motivée par le fanatisme. Lorsque la situation militaire s'est détériorée, les différences se sont accentuées. Alors que les officiers de la Wehrmacht optaient pour une acceptation pragmatique de l'inévitabilité de la défaite, la Waffen-SS s'accrochait à une résistance aveugle, restant fidèle à Hitler même après sa mort. L'exemple le plus notable fut la bataille du château d'Itter en mai 1945, lorsque des troupes de la Wehrmacht, sous le commandement du major Joseph Gangl, combattirent aux côtés des Américains pour protéger des prisonniers français d'une attaque de la Waffen-SS, qui tentait encore d'exécuter les ordres finaux du régime déchu. Cependant, sur le front, les deux camps durent collaborer. Dès le début de l'invasion de l'Union soviétique en 1941, les divisions de la Waffen-SS furent intégrées dans la structure de l'armée.
Lors de batailles cruciales comme celle de Koursk en 1943, la coopération forcée donna lieu à un respect gagné au combat. Des officiers qui méprisaient initialement la SS finirent par reconnaître son agressivité et sa capacité de résistance. Cependant, la méfiance ne disparut jamais. Les unités de la SS, guidées par les ordres stricts de Hitler, refusaient souvent les tactiques de défense flexibles, prolongeant la résistance au-delà du raisonnable et mettant en danger leurs alliés de l'armée régulière. À cela s'ajoutaient les différences de traitement des prisonniers et de la population civile, élargissant encore le fossé entre les deux forces. Comment était la vie de ces hommes après la chute d'Hitler ? Après la fin de la guerre, les vétérans de la Waffen-SS ont été marqués par un fort stigmate, beaucoup plus prononcé que celui subi par d'autres combattants de la Seconde Guerre mondiale. Au cours des décennies suivantes, notamment à partir des années 1970, la perception publique est devenue de plus en plus négative. L'attention de la télévision, des politiciens et de l'opinion publique s'est concentrée sur les crimes de l'Holocauste et l'image de la Waffen-SS est passée de simples soldats à complices directs des horreurs du régime nazi. En Allemagne, l'attitude initiale envers eux avait été relativement compréhensive, en partie parce qu'une grande partie de la population avait combattu dans les rangs du nazisme. Cependant, à mesure que les preuves des crimes de guerre se sont diffusées dans les années 1970 et 1980, les vétérans de la SS ont été l'objet de rejet social et de marginalisation quasi totale. En Norvège, en revanche, dès le départ, ils ont été considérés comme des traîtres nationaux, sans aucune possibilité de reconnaissance publique. Après la chute du mur de Berlin, le panorama s'est diversifié. Dans les pays baltes comme l'Estonie, certains vétérans ont été présentés comme des héros ayant combattu pour l'indépendance et contre le bolchevisme, une vision qui a provoqué l'indignation en Europe occidentale et en Russie. Les vétérans de la Waffen-SS ont maintenu un fort sentiment de communauté après la guerre. En Allemagne, à peine quelques années après 1945, ils ont commencé à s'organiser en associations locales qui, en 1959, ont conduit à la création d'une organisation nationale, l'Association d'entraide des anciens membres de la Waffen-SS, connue sous le nom de HIAG. Cette structure était complétée par de petits groupes formés d'hommes ayant servi dans les mêmes unités, appelés Truppenkameradschaften. Dans les années 1950 et 1960, la HIAG a acquis une certaine importance politique en Allemagne de l'Ouest. Avec environ 20 000 membres, elle entretenait des liens avec d'anciens combattants dans des pays comme la Belgique, les Pays-Bas, la France et la Scandinavie, grâce à sa propre publication Der Freiwillige. L'objectif principal de l'organisation était de présenter la Waffen-SS comme un corps de combat distinct et propre par rapport aux crimes du régime, une stratégie visant à assurer des avantages pour les vétérans et même à faciliter leur intégration dans la nouvelle armée allemande, la Bundeswehr. Dans ces premières années, les rencontres massives de la HIAG se légitimaient sous la cause de retrouver des camarades disparus avec la présence de politiciens locaux et de la Croix-Rouge allemande. Le scénario a commencé à changer dans les années 1960, lorsque la société allemande et européenne s'est de plus en plus éloignée de l'idéologie nazie et des crimes de guerre qui y étaient associés. La HIAG, divisée en factions internes, a perdu son influence politique et a été discréditée comme un groupe insignifiant et irrécupérable. La diffusion croissante des atrocités commises par les SS a encore affaibli sa légitimité, jusqu'à ce que l'organisation fédérale se dissolve finalement en 1992. Certains chapitres locaux ont survécu, ainsi que de plus petites associations d'anciens camarades d'unité, appelées Truppenkameradschaften. Cependant, au fil des décennies, les associations de vétérans de la Waffen-SS sont devenues un sujet tabou. Dans les années 1990, l'attention accrue portée au mouvement néo-nazi a fini par associer ces vétérans à une répugnante résurgence idéologique. Même ceux qui avaient tenté de se distancier du nazisme ont été publiquement stigmatisés et ridiculisés. Aujourd'hui, aucun pays d'Europe occidentale n'autorise des manifestations publiques de vétérans de la Waffen-SS ni leur participation à des cérémonies officielles de la Seconde Guerre mondiale. Avec le vieillissement inévitable des anciens combattants,
Certaines associations ont tenté de survivre en recherchant de nouveaux membres parmi les générations plus jeunes, notamment dans les mouvements d'extrême droite des années 1980 et 1990. Ainsi, l'héritage de la Waffen-SS a trouvé un écho dans des secteurs marginaux qui cherchaient à maintenir vivante sa mémoire. Au fil des années, de nombreuses Truppenkameradschaften de la Waffen-SS ont intégré des membres plus jeunes, certains même à des postes de direction. Parmi ces nouveaux membres se trouvaient des membres de la famille de vétérans ou des personnes intéressées par les récits des batailles de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi des sympathisants de l'idéologie néo-nazie. Ce mélange, bien qu'il ait apporté du sang neuf aux associations, a encore accentué le rejet public à leur égard. Malgré la dissolution officielle de la HIAG, sa publication Der Freiwillig a survécu grâce au travail conjoint de jeunes membres et d'une maison d'édition liée au mouvement néo-nazi. Son objectif déclaré était de rassembler les anciennes et nouvelles générations autour d'une cause commune. Une ambition similaire animait Ein Fähnlein, un magazine illustré qui exaltait les vétérans allemands de la Seconde Guerre mondiale, en particulier ceux de la Waffen-SS, proclamant comme devise « dévouement au devoir et à la tradition » entre jeunes et anciens volontaires. Les revues, bulletins et, plus tard, les sites web ont maintenu vivantes les associations de vétérans de la Waffen-SS. Ces médias rapportaient de nouvelles publications, des rencontres et des soutiens politiques, tout en diffusant des photographies, en célébrant leurs anciens héros et en réécrivant des épisodes de l'histoire. Leur objectif était d'assurer la continuité des mouvements de vétérans, tant au niveau national qu'européen, alimentant une mémoire collective en contradiction avec la vision dominante de la société. Dans leurs pages, les récits de bataillons et de combats se répétaient sans cesse, toujours dans le but de contrer les critiques de la presse conventionnelle. On y trouvait également des dénonciations véhémentes de profanation de tombes de la SS et du nazisme, interprétées comme des signes de marginalisation permanente. Le ton devenait plus combatif lorsqu'il reproduisait les rares discours favorables à la SS ou décrivait des défilés de groupes d'extrême droite qui, comme eux, tentaient de remettre en question la narration dominante de la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement, ces bulletins avaient une fonction communautaire. Ils laissaient place aux nouvelles internes, publiaient des avis de décès, félicitaient les anniversaires et relataient en détail leurs festivals commémoratifs. Les vétérans de la Waffen-SS et leurs sympathisants n'ont pas accepté la marginalisation de manière passive. Leur principal argument rhétorique a toujours été la victimisation. Ils affirmaient avoir été diabolisés par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, qui, selon eux, avaient réécrit l'histoire à leur avantage. Sur cette base, l'un de leurs objectifs centraux était la correction de la version dominante du passé. Leurs publications montraient une insistance presque obsessionnelle sur les soi-disant faits historiques. Tout d'abord, ils proclamaient représenter uniquement la Waffen-SS et non l'ensemble de la SS, affirmant que celle-ci avait eu peu ou rien à voir avec les crimes de guerre. Ils soutenaient également que ces crimes avaient été exagérés, bien que ces affirmations soient fausses et largement réfutées. De plus, ils réclamaient la même reconnaissance que les autres vétérans du conflit, se présentant comme un corps idéaliste de volontaires et, selon leurs mots, le premier groupe guerrier pan-européen mobilisé contre le bolchevisme. Certains sont même allés jusqu'à interpréter la chute du mur de Berlin comme la confirmation symbolique d'une victoire posthume. Le vétéran de la SS Henri Fenet, ancien membre de la 33e division de grenadiers Waffen-SS Charlemagne, a déclaré dans un discours publié en 1998 que les SS avaient combattu pour l'Europe, pour une communauté européenne et contre le bolchevisme. Il affirmait qu'après un demi-siècle, l'histoire avait justifié cette mission, assurant qu'ils avaient ouvert la voie à l'indépendance et à l'autosuffisance que, selon lui, les Européens connaissaient aujourd'hui. Ce récit de se présenter à la fois comme victimes incomprises et héros de l'histoire est devenu un axe central des associations de vétérans de la Waffen-SS. Leurs publications et orateurs défendaient une version alternative des faits, une histoire héroïque de l'Europe contre le bolchevisme. Cela a eu des conséquences directes sur leur pratique de mémoire, car les vétérans n'écrivaient pas seulement ou ne parlaient pas seulement, ils commémoraient, se réunissaient et se souvenaient publiquement. Les publications internes consacraient beaucoup d'espace aux rituels commémoratifs.
Les événements des vétérans de la Waffen-SS suivaient un schéma reconnaissable dans de nombreuses associations d'anciens combattants en Occident. Une assemblée solennelle dans un lieu chargé de symbolisme, le flottement de drapeaux, des inscriptions, parfois même des uniformes, le tout devant un public attentif. Le programme des événements était prévisible. Formation ou défilé, musique, discours des autorités militaires et civiles, poèmes ou chansons interprétés par les membres plus jeunes, et enfin, chants collectifs d'hymnes soigneusement énumérés. Selon les rapports, l'ambiance était décrite comme solennelle, parfois accompagnée de larmes retenues. Les récits se terminaient en soulignant l'ordre militaire de la cérémonie, sa signification émouvante et souvent la transition vers des moments de convivialité autour de la nourriture et de la boisson. Les cérémonies des vétérans de la Waffen-SS suivaient, en apparence, le même schéma que celles de toute autre association d'anciens combattants. Cependant, il y avait des différences notables. Souvent, il n'y avait pas d'autorité civile ou militaire présente, et dans de nombreux cas, il n'y avait pas non plus de public extérieur. Parfois, ils étaient contraints de se réunir dans des lieux privés et discrets, loués pour l'occasion, où les cérémonies pouvaient être interrompues par la police ou par des manifestants hostiles. L'exposition des symboles les plus reconnaissables des SS était soigneusement évitée, bien que cela soit compensé par l'inclusion obligatoire de l'ancien Treuelied, dont les paroles évoquaient, de manière voilée, le célèbre slogan de l'organisation « Notre honneur s'appelle fidélité ». Malgré ces limitations, la structure de base des actes était maintenue, imitant les associations de vétérans conventionnels. Le ton, cependant, était différent. Les organisateurs et participants adoptaient une voix mêlant reproches et victimisation, se présentant comme des justes incompris. Isolés, sans accès réel aux espaces publics ou aux monuments, ils étaient contraints de se souvenir de leurs camarades comme de simples groupes de touristes dans des lieux historiques, dans des espaces privés isolés, ou partageant la scène avec des collectifs encore plus marginalisés, comme les groupes néo-nazis. Le résultat était que leur commémoration perdait solennité et légitimité. Célébrer de prétendus sacrifices héroïques dans des lieux cachés, sous pression ou rejet ouvert, contrastait avec la reconnaissance publique dont bénéficiaient d'autres vétérans de guerre. Dans l'Europe occidentale contemporaine, la Waffen-SS ne disposait plus d'aucune présence officielle dans les commémorations de la Seconde Guerre mondiale, ce qui générait des tensions internes et la question inévitable: comment une identité collective pouvait-elle survivre sous un tel niveau de mépris social et politique ?